Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou Grand Prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice générale de Ça marche doc et moi-même, nous présentons une discussion sur l'aménagement, les modes de transport et la santé entre Dr Claudel Pétrin-Desrosiers, résidente en médecine familiale et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, et Jérôme Laviolette, candidat au doctorat à la chaire Mobilité de Polytechnique Montréal. L'aménagement du territoire, en fait, est un déterminant essentiel et très important pour la santé parce qu'il nous offre des options sur comment vivre d'une certaine façon et certains choix qui ne sont pas des choix finalement. On peut penser, par exemple, à l'option de transport en commun, mais aussi on peut penser aux arbres, aux parcs urbains qui sont dans nos environnements. D'une perspective très santé, on s'intéresse beaucoup aussi, par exemple, aux environnements qui créent des îlots de chaleur ou des environnements qui créent des îlots de fraîcheur et ça vient influencer la santé qui est déterminé beaucoup par l'environnement, beaucoup plus que par les soins de santé en tant que tels. Donc, c'est certain que l'aménagement et l'environnement qui nous entoure est primordial pour notre santé. Oui, si je peux me permettre de rajouter là-dessus, moi, ce que je vois, c'est le lien entre finalement l'aménagement du territoire, le transport, donc la façon dont les choix de mobilité que les gens vont faire, ça va du choix de posséder une voiture, par exemple, mais aussi du choix du mode de transport qu'on utilise pour ses déplacements quotidiens. Et donc, quand on a des environnements qui favorisent, par exemple, l'utilisation de l'automobile, généralement, ces environnements-là défavorisent l'utilisation des modes de transport actifs, la marche, le vélo, et aussi l'utilisation du transport collectif. Et ce que la recherche démontre assez clairement, c'est que tous les modes de transport, à l'exception de l'auto, amènent beaucoup de bénéfices sur la santé, notamment à travers l'activité physique, mais aussi à travers la réduction des conséquences aussi. L'automobile, à moins qu'elle soit électrique, est responsable de beaucoup de conséquences sur la santé humaine. Toutes les caractéristiques de l'environnement qui viennent favoriser les transports actifs et collectifs permettent à davantage de gens de se déplacer autrement qu'en automobile. Et ça a beaucoup d'avantages qu'on va pouvoir discuter. C'est intéressant ce que tu amènes, Jérôme, comme point. J'ai peut-être 2 relances là-dessus. La première, c'est que certainement que l'automobile en tant que telle influence la santé en favorisant une certaine forme de sédentarité, mais en étant aussi responsable de beaucoup de pollution atmosphérique. Au Québec, on estime que le secteur routier est à peu près responsable de 43% de nos émissions de gaz à effet de serre là, par année. Et on le sait que l'environnement change, les changements climatiques, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent et qui a un impact sur nos vies et qui est lié principalement à la combustion d'énergies fossiles comme l'essence qu'on met dans notre auto. Et on sait que la pollution atmosphérique qui est causée par les automobiles, les différentes formes de transport à essence est responsable d'environ 1 décès sur 5 à travers le monde, ce qui est énorme en termes d'impact sur la santé. Au Canada, ça représente possiblement, les dernières estimations de Santé Canada, c'est 15 000 personnes par année au Canada. Et évidemment, ça a des impacts économiques importants. Et l'autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on parle de choix en tant que tel, puis les études que tu vas être capable de détailler là-dessus, mais on sait que c'est pas tous les citoyens qui ont les mêmes choix qui s'offrent à eux, et ça dépend beaucoup du quartier dans lequel on vit, qu'on n'a pas toujours choisi, mais on sait globalement que dans les quartiers généralement plus défavorisés au niveau socio-économique, c'est là qu'on retrouve les plus grands nombres d'accidents ou de collisions voitures-piétons, auto-piétons et vélos-piétons, parce que les aménagements ne sont pas
sécuritaires ou ne sont pas optimales. Les routes sont plus larges, qui favorisent la vitesse, il y a moins d'arbres, il y a moins d'eau d'âne, etc. Mais ça vient influencer directement la santé des gens. Je pense que tu amènes un excellent point en disant qu'en effet, les quartiers plus défavorisés sont plus fortement touchés. En fait, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent l'inéquité d'un système de transport centré sur l'automobile. Les bénéfices de l'automobile, si on veut dire, c'est-à-dire en augmentation de l'accessibilité aux différentes opportunités, vont principalement aux communautés plus riches et généralement blanches aussi, alors que les impacts du transport automobile accablent de façon considérable les communautés plus défavorisées, des quartiers qui sont moins accessibles, des quartiers qui sont peut-être plus exposés aussi à la pollution de l'air, qui sont situés plus proches des autoroutes, par exemple, qui sont plus enclavés aussi. C'est souvent, tu as beaucoup de quartiers, puis c'est pas juste à Montréal, pas juste au Québec, mais partout dans le monde, des quartiers qui sont souvent très enclavés par différentes autoroutes sont souvent des quartiers défavorisés où des alternatives à l'automobile aussi sont plus faibles. Et donc, il y a vraiment une inéquité dans la distribution des bénéfices et des conséquences des systèmes de transport où les populations défavorisées sont plus fortement touchées par l'ensemble des conséquences. Bien, la question des quartiers près des autoroutes est intéressante aussi parce que, bon, c'est sûr que les autoroutes, c'est un concentré d'auto et de relâchement de gaz et de polluants dans l'atmosphère. Mais on sait généralement que les gens qui vivent près des autoroutes, qui sont souvent dans des quartiers socio-économiques défavorisés, ont plus de maladies pulmonaires, plus enclins à faire de l'asthme. Bon, il y a plusieurs facteurs autres. La santé est déterminée par une multitude de facteurs. Mais on le sait, par exemple, qu'à Montréal même, et c'est similaire dans certaines autres villes, mais on a des écarts dans l'espérance de vie de près de 10 ans entre certains quartiers, ce qui est une décennie de vie, de choses qu'on peut accomplir, qu'on se voit amputer parce qu'on n'est pas né dans le bon quartier. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, mais c'est lié beaucoup à l'aménagement, à la communauté en tant que telle. Et il y a certainement quelque chose qu'on peut faire pour améliorer cet environnement-là dans lequel on vit, pour qu'on puisse faire des choix qui sont plus favorables, mais pour aussi que globalement, on ait une plus grande chance, qu'il y ait une plus grande équité entre les différents quartiers. Exact. Puis, je pense que dans les caractéristiques de l'environnement, donc, il y a l'impact sur le choix qui s'offre aux gens, parce que finalement, l'environnement dicte le registre de choix pour se déplacer. Mais il y a aussi la sécurité, finalement. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Tu l'as mentionné un petit peu, mais la sécurité routière, c'est un élément important. La façon dont on développe nos quartiers va avoir un impact sur l'incidence de collisions routières, par exemple, qui vont causer la mort, des blessures graves. Plus on a des quartiers qui favorisent l'automobile avec des vitesses élevées, avec des boulevards larges, qui ne sont pas bien aménagés pour le transport actif, mais plus ça augmente les risques de collisions routières et donc de blessés, de morts, qui aussi vont avoir un impact plus important sur les usagers vulnérables. Donc, comment est-ce que dans l'aménagement de nos rues, de la distribution de l'espace urbain, finalement, est-ce qu'on peut faire pour favoriser les transports actifs, mais aussi rendre plus sécuritaires les transports actifs pour permettre à plus de gens de se déplacer de façon sécuritaire et réduire l'impact sur la santé humaine? Et là, c'est la question, souvent, on me dit, c'est quoi la portion du choix individuel? Mais quand on parle de santé, globalement, il y a tellement qui est au-delà de nous, puis je veux pas non plus déresponsabiliser les gens, mais c'est une optique de considérer que les villes, les gouvernements provinciaux, fédéraux ont un rôle beaucoup plus grand à jouer dans la santé qu'on pourrait nous laisser croire et que de simplement dire que c'est la faute des gens ou la responsabilité à un point de vue individuel, je trouve qu'on oublie une immense portion du problème et des opportunités qui s'offrent à nous. En effet, c'est tout à fait le cas en transport. À travers les décisions politiques gouvernementales, les municipalités, le gouvernement provincial, fédéral ont un impact sur le registre de choix auquel ont accès les gens. Après ça, je pense qu'on peut en faire davantage pour encourager les gens, pousser les gens vers les bons choix lorsque ces choix leur sont ouverts. C'est sûr qu'après, ça dépend des populations, mais il y a un principe de sélection résidentielle aussi. Il y en a qui vont aller s'établir dans certains quartiers qui ne leur donnent pas beaucoup de possibilités de se déplacer. Et là, je ne parle pas nécessairement des populations défavorisées qui ont rarement ce choix-là, mais parmi la classe moyenne, beaucoup de gens vont aller se localiser dans des quartiers plus suburbains ou des quartiers de périphérie où c'est la voiture qui est favorisée. L'aménagement du type de quartier de banlieue qu'on a développé au Québec depuis l'après-guerre, finalement, depuis les années 50, où il n'y a même pas de trottoir, finalement, dans les rues résidentielles. Oui, les rues résidentielles sont apaisées, mais il n'y a pas de trottoir. Et pour tout petit déplacement, on est presque forcé de se déplacer en automobile. Ce type de quartier-là amène beaucoup d'incidences et ça amène beaucoup d'incidences aussi sur les autres populations. C'est-à-dire qu'il y a une inéquité dans la distribution des impacts des transports. Quand on habite en banlieue, on habite sur notre petit cul-de-sac, on prend notre voiture pour aller faire nos déplacements, donc on bénéficie finalement du fait qu'on a une voiture, sauf qu'on impose finalement le choix de notre automobile et les conséquences de notre automobile aux gens des autres quartiers. Si on prend notre voiture pour aller travailler en ville, on traverse
traverse plein de quartiers centraux de Montréal avec notre voiture. Et donc, on impose les conséquences de notre choix de transport. La pollution de l'air, évidemment, mais les risques accrus de collisions routières, le trafic, tout le stress qui peut être lié au trafic dans les quartiers centraux. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent que sur une artère centrale de Montréal, la proportion d'automobiles qui proviennent du quartier dans lequel se trouve cette artère-là est très faible finalement. Quand on est proche du centre, c'est près de 80% des déplacements sur une artère qui sont en fait des voitures qui proviennent de beaucoup plus loin et donc qui viennent imposer les conséquences de l'utilisation de la voiture sur les environnements urbains plus centraux. De ma perspective, il faut vraiment qu'on cesse de développer des quartiers qui sont centrés sur l'automobile. Ça favorise une certaine forme de sédentarité, puis on sait à quel point la sédentarité, même si elle n'est pas directement liée, par exemple, à l'obésité, parce qu'on peut être sédentaire en étant mince, a quand même des implications à long terme pour la santé et rend plus enclin à avoir certains types de maladies au niveau cardiovasculaire. Mais ça peut aussi être lié au développement d'un surpoids ou d'une obésité qui, à son tour, peut avoir des implications pour la santé. Donc, c'est quand même des enjeux qui sont préoccupants. Puis on sait que dans les dernières années, l'obésité a grimpé en flèche au Canada, aux États-Unis. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est la diminution de la mobilité active et la façon dont on a organisé notre territoire et nos villes. En effet, on peut se déplacer en auto tous les jours, puis pas avoir des enjeux de surpoids, mais statistiquement parlant, il y a des études qui sont sorties qui démontrent quand même que quand on se déplace en automobile, statistiquement parlant, on a un indice de masse corporelle statistiquement plus élevé, alors que quand on se déplace en transport actif, que ce soit à pied, à vélo, et aussi en transport collectif, le transport collectif contribue à l'activité physique parce que pour utiliser le transport collectif, il faut qu'on marche. Donc, il y a les distances d'accès à l'arrêt d'autobus, à la station de train, à la station de métro, les distances d'accès après ça depuis la station de notre destination jusqu'à notre destination. Donc, il y a différentes études qui démontrent qu'on peut faire entre un quart et un tiers de notre activité quotidienne recommandée juste en se déplaçant en transport collectif. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on néglige. Donc, le transport collectif a un impact considérable sur la santé. Et généralement, quand on développe nos quartiers de façon à favoriser le transport collectif, bien, incidemment, ça va aussi favoriser les transports actifs et ça rend ces quartiers-là plus faciles à se déplacer à pied et à vélo. Je pense qu'un exemple de ça, c'est les quartiers centraux de Montréal, finalement, ont été beaucoup développés autour des réseaux de tramway qui existaient à l'époque. Puis développer des quartiers basés sur des réseaux de tramway, non sur l'automobile, bien, ça fait que ces quartiers-là ont une certaine mixité. Mais donc, ça permet d'avoir à distance de marche les épiceries, les pharmacies, tous les commerces finalement qu'on a besoin pour pouvoir vivre sans avoir besoin de l'automobile, bien, ça date de l'époque où les quartiers étaient développés le long des lignes de tramway. Donc, l'idée, c'est de retourner vers ce type de quartier-là développé autour des transports collectifs. C'est ce qu'on souhaite faire aussi à Québec, si ce fameux projet de tramway voit le jour. On le souhaite, le développment d'un réseau de transport structurant à Québec. Comme deuxième centre urbain, je pense que ça fait longtemps qu'ils auraient dû l'avoir. Oui, bien, Québec a deux titres qui ne sont pas très glorieux. Le premier, c'est celui d'avoir le plus de kilomètres d'autoroute par habitant en Amérique du Nord. Et le deuxième titre le plus glorieux, c'est d'être la seule ville au Canada de plus de 500 000 habitants qui n'a pas un réseau structurant de transport collectif. Donc, c'est deux titres qu'on n'aime pas avoir comme ville. Donc, on espère qu'ils vont pouvoir se doter de ce réseau. Oui, le tramway, c'est un peu la colonne vertébrale de ce réseau-là, mais ça va au-delà de ça. Et vraiment, ça va permettre à davantage de gens dans la ville de Québec d'avoir plus d'options pour se déplacer autrement qu'en automobile pour le déplacement quotidien. Puis, on espère aussi que ça va permettre le redéveloppement de quartiers denses, mixtes, à haute qualité de vie dans les limites existantes de la ville, ce qui est extrêmement essentiel là, pour les prochaines décennies. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Dans la limite de nos choix possibles, on peut essayer d'utiliser le transport actif pour davantage de nos déplacements. Des fois, en fait, les statistiques démontrent qu'il y a quand même une part importante de nos déplacements qui sont de courte distance et donc qui serait possible d'être faites en transport actif, mais pourtant qu'on fait en automobile. La Chambre mobilité avait fait une recherche là-dessus. 20% des déplacements motorisés dans la grande région de Montréal pourraient être faits en transport actif. 25% de transport actif, 20% en vélo et 5% à pied. Puis l'autre point que je souhaiterais dire aux auditeurs, c'est de supporter aussi des initiatives locales, de supporter les changements dans l'aménagement du territoire, de supporter la mise en place d'infrastructures de vélo, par exemple, davantage de voies cyclables, toutes les mesures d'apaisement de la circulation, bien,
Ça prend un support populaire pour que ces mesures-là soient mises en place. Si les politiciens ne sentent pas qu'ils ont un appui de leur population pour ces mesures-là, ils vont être hésitants à le faire, surtout lorsque ces mesures-là viennent limiter l'espace alloué à la voiture. Donc, il faut supporter les mesures locales pour que ces mesures-là voient le jour dans nos quartiers. La pandémie nous a montré à quel point nos communautés étaient importantes, qu'on s'est retrouvés dans des espaces à certains moments plutôt restreints en raison des consignes sanitaires. Puis je pense qu'on est plusieurs à avoir remarqué à quel point notre environnement relativement immédiat, soit l'environnement dans lequel on vit, pouvait être important pour la santé. On est beaucoup à avoir cherché de l'espace, à avoir cherché le contact, par exemple, avec la nature pour s'évader pour différentes raisons. Et je pense que cette nécessité-là qu'on a ressentie pendant la pandémie, il ne faut pas la perdre, puis il faut essayer de l'incorporer dans les futurs plans d'aménagement. Puis là, on a une belle opportunité sur la table avec la politique nationale d'aménagement du territoire. Il va y avoir des consultations publiques sous différentes formes et je pense que c'est important que les décideurs, que les politiciens, que l'appareil gouvernemental, finalement, entendent les préoccupations des citoyens. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre ville, dans votre communauté, dans votre quartier? Et face aux perturbations environnementales qu'on connaît, une des solutions passe par la résilience et la capacité d'adaptation de nos villes, de nos quartiers. Et donc, de s'impliquer dans ces initiatives-là permettra de créer des environnements qui sont définitivement plus favorables. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable d'entendre ce qui vous plaît, ce que vous voulez voir et ce qui vous intéresse finalement, et que vous le fassiez entendre auprès de vos représentants élus qui ont la responsabilité de vous représenter. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je prends la direction de l'ancienne Lorette pour vous faire découvrir un réseau de sentiers qui s'appelle le Parc de la Rivière. C'est deux amis fidèles de Saint-Marche-Doc, Marc et Denise, que je salue d'ailleurs, qui nous ont fait connaître cet endroit-là. Le Parc de la Rivière est situé au cœur de la ville et compte presque 8 km de plaisir. Il est reconnu pour sa vaste forêt urbaine qui est considérée comme la plus grande dans la région. Le fait qu'il soit traversé par la rivière Lorette amène des points de vue qui sont vraiment très intéressants. Et avis aux amateurs de photographie, surtout ceux qui aiment croquer sur le vif des oiseaux, c'est vraiment l'endroit parfait. Vous avez 4 pistes de différentes longueurs qui sont aménagées en boucle, donc pas de souci pour revenir à votre point de départ. Les 2 sentiers plus courts sont plus faciles, tandis que les 2 plus longs sont à un niveau un petit peu plus élevé. En hiver, les sentiers sont aménagés pour permettre la randonnée pédestre, le ski de fond, la raquette et le fat bike. Donc, j'espère que je vous ai convaincu d'y faire une petite virée. À très bientôt. On continue d'être actifs. Bonne semaine. C'est maintenant l'heure de ma chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour aller marcher en fonction des divers aléas de la météo au Québec. Cette semaine, je vous parle des coups de soleil en hiver. Oui, ils existent. Ils sont plus rares qu'en été parce que l'on passe moins de temps dehors et que nos vêtements couvrent la majorité de notre peau, mais ils peuvent tout de même arriver. En effet, bien qu'il fasse froid, le soleil émet tout de même des rayons UVA et UVB. En plus, en hiver, la neige reflète 80% des rayons, on est donc encore plus exposé. Il est donc important de tout de même se mettre de la crème solaire. Il est conseillé de mettre au moins de la FPS 30 qui protège contre les rayons UVA et UVB. De plus, il existe aussi des baumes à lèvres qui protègent contre les coups de soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des coups de soleil sur les lèvres, mais ça fait mal. On devrait aussi porter une tuque ou un chapeau pour protéger le crâne des rayons du soleil, un endroit où l'on ne peut souvent pas mettre de la crème solaire. En plus de la tuque, on devrait porter des lunettes de soleil. En effet, les rayons du soleil peuvent abîmer la cornée. Bien qu'il soit important de se protéger contre les rayons UVA et UVB, il faut quand même sortir dehors, profiter du soleil, surtout en hiver. Ça aide pour le moral et la santé physique, il faut juste penser à se mettre de la crème solaire. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!